La toute première décision d'un auditeur, celle d'accepter ou non un nouveau client, c'est sans doute la plus critique de toutes. C'est vraiment cette étape initiale qui va poser les fondations de toute la mission d'audit. On va regarder ensemble dans les coulisses de ce choix fondamental pour en comprendre tous les enjeux. C'est la question cruciale, parce que les enjeux sont énormes. Accepter une mission, ce n'est pas du tout une simple formalité. Non, c'est une décision stratégique qui engage la réputation du cabinet et qui vise surtout à maîtriser les risques, qu'ils soient juridiques ou éthiques. Savoir dire non, c'est parfois tout aussi important que de dire oui. Alors pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi ce premier oui est si important. Ensuite, on se penchera sur les vérifications que l'auditeur fait sur lui-même, puis sur l'enquête qu'il mène sur son futur client. Après, on verra comment tout ça se formalise dans un contrat, pour finir avec un cadre de décision complet. C'est vraiment cette phase qui permet à l'auditeur de s'assurer de 2 ou 3 choses. D'abord, qu'il respecte bien l'éthique de sa profession. Ensuite, qu'il a vraiment les épaules assez solides pour la mission. Et enfin, que les règles du jeu avec le client sont super claires dès le départ. J'aime beaucoup cette analogie, elle est très parlante. Un chirurgien n'opère jamais sans avoir fait un diagnostic complet, c'est évident. Pour un auditeur, c'est pareil. Il doit faire une analyse rigoureuse avant de s'engager. Il s'agit en fait d'évaluer la santé et les risques de l'entreprise avant de, prendre le scalpel. Bon, passons maintenant aux choses concrètes. Avant même de se plonger dans l'analyse du client potentiel, l'auditeur doit d'abord faire un peu d'introspection, se regarder dans le miroir et évaluer ses propres capacités et son positionnement éthique. Et cette auto-évaluation, elle repose sur 3 piliers. Le premier, le plus important, l'indépendance. Est-elle totale? Le deuxième, les compétences et les ressources. Est-ce que le cabinet est assez armé pour cette mission? Et enfin, le troisième, la transparence, notamment si le cabinet fait partie d'un réseau plus large. Là, il faut bien comprendre une distinction fondamentale. Il y a l'indépendance réelle, factuelle. Objectivement, il n'y a pas de conflit. Mais il y a aussi l'indépendance en apparence, et elle est tout aussi cruciale. L'idée, c'est d'éviter toute situation qui pourrait, même de loin, ressembler à un conflit aux yeux de quelqu'un d'extérieur. C'est le prix de la crédibilité. Mais être indépendant, ça ne suffit pas. La vraie question que le cabinet doit se poser, c'est « est-ce qu'on a vraiment le niveau pour cette mission ?» Ça veut dire avoir la bonne équipe, les bons outils et surtout bien connaître le secteur d'activité du client. Ok, une fois que les vérifications internes sont faites et validées, le regard de l'auditeur se tourne vers l'extérieur. C'est le moment de mener une véritable enquête pour comprendre en profondeur le client potentiel, son environnement et son fonctionnement. Cette prise de connaissance, c'est un peu une investigation en 4 temps. On commence large avec le contexte général, le secteur, ses règles. Puis on zoome sur l'entreprise elle-même, qui dirige, comment c'est organisé. Ensuite, on s'intéresse à sa vision, où veut-elle aller, et pour finir, on regarde comment elle mesure ses performances et maîtrise ses risques en interne. Le but final de toute cette enquête, il est simple, mais il est essentiel. Il ne s'agit pas de tout savoir sur l'entreprise, mais bien d'identifier précisément ce qui pourrait avoir un impact important, un impact significatif sur les comptes. C'est ça qui va guider toute la mission d'audit. Donc, après l'auto-évaluation et l'enquête, si tous les feux sont ouverts, il est temps de passer à la dernière étape avant de commencer le travail. Mettre l'accord noir sur blanc dans un document juridique absolument clé. Cette fameuse lettre de mission, ce n'est pas une option, c'est un contrat et il est obligatoire, surtout pour une première année. C'est un peu la feuille de route pour tout le monde. Elle définit clairement qui fait quoi, quand et comment. Bref, c'est le contrat qui sécurise l'auditeur et le client. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce document ? Les éléments essentiels. L'identité des signataires, bien sûr, le détail des travaux à faire, le calendrier, le budget. Et il y a aussi 2 clauses qui ne sont pas négociables. La garantie pour l'auditeur d'avoir un accès total et sans restriction aux informations, et la promesse d'obtenir une lettre d'affirmation de la part de la direction à la fin. On arrive maintenant à la synthèse. On va mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et regarder aussi quelques situations un peu particulières qu'un auditeur peut rencontrer. Il y a 2 cas de figure qui méritent une attention spéciale. D'abord, la succession. Quand un auditeur en remplace un autre, le nouveau a l'obligation de contacter l'ancien. Pourquoi ? Pour s'assurer qu'il n'y a pas anguille sous roche, que le changement n'est pas suspect. L'autre cas, c'est un tout premier audit. Là, il y a une vérification spécifique à faire sur le bilan de départ pour être sûr que la base de travail est saine. Ce tableau, finalement, il résume tout parfaitement. De la vérification éthique jusqu'à la signature du contrat, on voit que chaque étape a un but précis. Garantir l'objectivité, évaluer les risques et sécuriser la mission. C'est la feuille de route complète pour prendre une décision d'acceptation qui soit vraiment solide. Pour conclure, tout ce processus, c'est une sorte de carte routière indispensable, c'est clair. Mais la vraie question qui est, c'est, au-delà des checklists et des procédures, quelle est la place du jugement professionnel, de l'expérience et même de l'intuition qui fait la différence entre un bon auditeur et un excellent auditeur? Ça, c'est une réflexion qui va bien au-delà des manuels.